Bonjour à tous. Merci d'être présent sur cette vidéo-là. Donc, on va sans transition commencer par la nouvelle que nous attendons plus pour septembre, qui est donc la baisse des taux d'intérêt. Je vais y arriver. Voilà, ce bon vieux Jérôme Powell qui s'est montré relativement récalcitrant quant au fait de baisser le taux d'intérêt. D'ailleurs, on l'avait vu avec Trump, qui, bien que ce soit lui qui l'a élu lors de son dernier mandat il y a plus de 4 ans, qui avait menacé de le virer en fait s'il faisait pas ce à quoi il attendait, c'est-à-dire la baisse des taux d'intérêt. Sachant que la baisse des taux d'intérêt est drivée de manière primaire par une stabilisation des KPI de l'économie américaine. Donc que ce soit l'inflation, ce qu'on regarde beaucoup aussi, c'est les inscriptions au chômage, qui est le second dénominateur le plus important. Et à savoir que pour qu'il y ait une baisse des taux d'intérêt, il faut qu'il y ait bien évidemment plus d'inscriptions au chômage, parce que ça justifierait le fait de baisser les taux pour pouvoir relancer l'économie de manière artificielle, parce que c'est toujours pareil, on bouge des curseurs qui permettent de pouvoir réguler l'économie, c'est-à-dire soit de la stimuler, ou soit au contraire, en augmentant le taux d'intérêt, de pouvoir venir la restreindre et venir la stabiliser. Et par la suite, pour voir ce qu'on fait. Donc voilà, 92% de probabilité. On va avoir la réunion du FOMC. Ceux qui ne savaient pas ce que c'était, moi non plus je ne savais pas ce que c'était il y a si peu de temps que ça, l'acronyme FOMC, donc Federal Open Market Committee, donc où 8 personnes de la Fed siègent avec notre beau vieux Jérôme Powell. Et c'est une élection entre 11 banques fédérale américaine, et c'est une rotation de sièges où on a 4, en général 4 personnes, 4-5 personnes, ce qui fait un total de 12 personnes qui seront présentes pour venir débattre avec les banques fédérales euh, qui ont la vue sur le terrain, dans dans leurs états, voilà. Et tous les analystes de la Fed qui analysent qui établissent des projections pour venir prendre des décisions sur la suite des taux d'intérêt, qui est vraiment dans l'économie mondiale la variable de réajustement la plus dominante. Sans transition, voilà, j'aimerais parler aussi d'un autre aspect qui est le phénomène de liquidité mondiale. Donc en fait, c'est donc Michael Howell qui présente cette constatation-là. Alors en fait, ce qu'on fait pour déterminer comment l'argent va potentiellement venir s'injecter dans des marchés, donc que ce soit des marchés qui sont risqués, on entend par là tout ce qui est bien évidemment crypto-monnaies qui sont les plus risquées, mais sans parler des cryptos, aussi la partie action classique, on connaît, bon, les grosses GAFAM, les grosses entreprises, etc., les ETF, qui sont des paniers d'entreprises, et peu importe. Mais comment pouvoir déterminer si de l'argent va pouvoir s'injecter dedans? Et bien en fait, on est sur un monde où ce sont les crédits qui permettent de venir injecter de la monnaie parce qu'on a de la création ex nihilo. C'est quoi de la création ex nihilo? Ça vient du latin qui veut dire que ça provient de rien. Et c'est un terme qu'on reprend dans le côté du néant. C'est un terme qu'on reprend dans le domaine spatial pour dire que c'est du vide, quoi. Voilà. Et donc en fait, dans son modèle, il établit qu'en fait, quand vous faites un bilan comptable, vous avez d'un côté les actifs et les passifs que vous venez soustraire pour essayer plus ou moins de trouver un équilibre. L'idée, c'est de pouvoir rembourser ces passifs qui sont au final les prêts que nous faisons. Alors, si vous me permettez de retrouver l'équation qui est dans ce document normalement, je ne vais pas vous faire ça de manière compliquée.
Je l'ai pas dans ce document-là. Bon, c'est pas grave, c'est du live, on se trompe, c'est pas grave. Mais il établit la constatation suivante, c'est que le marché admet des cycles. Donc, comme on aime bien dire, l'histoire se répète et le marché est plus ou moins timé par des cycles d'injection de liquidité. Et lui fait un constat suivant, c'est que les cycles durent en moyenne 65 mois. Donc, c'est-à-dire 5 à 6 ans. Et là, euh, son, euh, son modèle prédit un pic de liquidité le en septembre 2025. C'est ce qui va nous intéresser prochainement, c'est-à-dire en général, ça c'est corrélé relativement assez étroitement avec les taux d'intérêt. Bizarrement, les taux d'intérêt vont certainement baisser en septembre. Et comme vous vous doutez bien, quand l'argent coûte moins cher, l'argent est moins cher, ça fait bizarre parfois d'entendre cette phrase-là, mais c'est le cas concret. Et bien, cet argent-là va venir être emprunté, parce que ce sera moins cher, ça sera plus intéressant pour les différentes entreprises, gouvernements, etc. Et elle va venir se déverser dans ces marchés-là, mais avec, bien évidemment, du lag, avec une certaine latence. Et cette latence-là, il l'estime d'environ 9 mois. Donc en fait, le cycle de liquidité a une avance de 9 mois sur les marchés, que ce soit des obligations gouvernementales, enfin du Trésor américain, ou même le marché action. Et bien évidemment, la crypto, qui est peut-être celui qui nous intéresse un peu plus. Là, je vous ai repris le schéma qu'a fait Iril, c'est un autre youtubeur que je suis étroitement. C'est d'ailleurs lui qui pousse énormément la théorie de. Je vous mettrai sa chaîne YouTube en description, allez l'écouter, il est meilleur que moi. Euh, mais c'est comment on va avoir de l'argent qui va venir se déverser dans les crypto-monnaies, et plus précisément dans les altcoins, qui est au final notre cible que l'on va chercher à plus jouer. Et je réexpliquerai après pourquoi. Donc, on a de la liquidité, mais pour que la liquidité elle vienne se déverser dans ce jeu de poupées russe-là, il faut que la géopolitique soit bonne. Donc, on l'a vu avec la guerre en Ukraine, avec là dernièrement, c'était aussi le Covid. Mais si on veut aussi parler de choses plus proches, c'était Trump avec ses tarifs douaniers. On a aussi eu la guerre des 14 jours au Liban. On a vu qu'on avait beaucoup d'incertitudes sur le marché, et ça, les gens qui jouent avec de l'argent, ils détestent ça. Et donc, quand il y a de l'incertitude, les pions, on les recule. Et quand on commence à avoir un côté de relâchement de tension géopolitique, on va venir replacer ses pions, etc. C'est toujours un jeu de risque-récompense. Voilà. Ensuite, il faut que la macroéconomie soit bonne. Donc là, c'est concrètement nos cycles monétaires. Ensuite, il faut que la cyclicité et la temporalité soient aussi convenables. Donc là, on peut parler, voilà, dans un premier temps, c'est la cyclicité macroéconomique, mais dans le second temps, c'est la cyclicité au niveau des crypto-monnaies. Donc comme on le voit, on a pu le voir, c'est Bitcoin avec ses halvings à tous les 4 ans, qui fait que on a une montée parabolique à peu près tous les 4 à 5 ans. Je voulais pas montrer sur la chaîne, parce que voilà, je viens de commencer. Je pense que tout le monde a ces montées-là en vue, mais je peux vous les montrer de ce pas. Alors, c'est quoi ça? C'est la dominance, ça ne nous intéresse absolument pas. Je vais venir vous montrer ce que sont des montées paraboliques sur Bitcoin. Donc, à garder en tête que euh, le marché cherche à écarter le plus possible de gens. Qui plus est, les gens, ce qu'on appelle du retail. Donc voilà. J'aime bien nous dénommer de vulgaires moutons parce qu'en soi, l'humain est un animal qui aime bien recopier ce que font ses camarades, quoi. Et en fait, regardez, tous les 4 ans, bizarrement encore une fois, on a une hausse très violente. Puis s'ensuit, pardon, je fais n'importe quoi, c'est la honte. Mais au moins, c'est pas grave, vous voyez que avec des cuts, c'est plus facile. Tous les 4 ans, on a des hausses violentes, qui sont donc des phases d'euphorie de marché. Alors, je m'en mêle les pinceaux. Bull Run de 2017,
bull run de 2021. Et donc là, on est en train de faire un prochain bull run qui est celui de 2025, on va dire. 2024-2025. Et donc, vous voyez, à chaque fois, on est dans un bear market, le marché est plat. Là, on accumule, etc. Donc là, c'est les gens vraiment qui ont des convictions qui rentrent. Et ensuite, s'ensuit une première explosion. Et donc là, c'est là que les gens, le retail commence à arriver dans les phases d'euphorie. Euh, et c'est là qu'on a le phénomène de FOMO qui s'introduit, c'est le fearing of missing out, la peur de rater le train, de rater le coche. Et donc les gens arrivent là, ils sont bien trop avares parce qu'ils voient qu'avant il y a eu d'énormes multiplicateurs. Et donc ils ne revendront jamais et se feront ravaler à la baisse. Voilà. Et ainsi de suite. L'histoire se répète, et c'est donc ça la cyclicité du marché des crypto-monnaies, qui est bien évidemment corrélée au, euh, au halving Bitcoin. Donc un halving de Bitcoin, c'est quoi? C'est quand on divise par deux la récompense qu'on fait au mineur. Donc, bien évidemment, il s'agit d'une rarification de l'offre de Bitcoin que l'on a au cours du temps. Maintenant, revenons à nos moutons. Donc on a passé le sujet de la cyclicité temporalité du marché. On va avoir ensuite, bien évidemment, dans un premier temps, la liquidité qui va venir sur Bitcoin, qui va venir s'accaparer. C'est pour ça que quand on regarde, là vous avez une vue graphique de ce que représentent les crypto-monnaies en termes de superficie. La superficie représente le market cap de la crypto-monnaie. Donc, le market cap, c'est tout l'argent qu'il y a dans cette crypto-monnaie-là. On peut voir que Ethereum, c'est 3 fois plus petit, pardon, 4 fois plus petit que Bitcoin. Et donc Bitcoin va venir s'accaparer la liquidité. Et dans un second temps, quand les investisseurs auront fait des profits sur Bitcoin, ils vont venir réinvestir leurs profits dans d'autres crypto-monnaies, qui sont bien évidemment sous-capitalisées par rapport à Bitcoin. Ce qui fait qu'en fait, même si une infime partie de Bitcoin se déverse sur Ethereum, mais pour avoir un facteur plus important sur des petites crypto-monnaies que nous jouons tous, comme on a entendu de Solana, des XRP, des hype de Hyperliquid qui est un index, enfin, index oui, qui ressemble énormément, mais ça peut être les Bitensor, les Akash, les TAO, les Ondo, etc. Plein de monnaies qui sont intéressantes pour ce bull run-là, parce que ce sont des bons narratifs. N'hésitez pas à chaque fois, j'essaie de reprendre les choses de manière, j'essaie de reprendre les choses de manière relativement, en expliquant tous les principes. Donc bien évidemment, on a énormément d'acronymes, mais j'essaie quand même de les expliquer. Mais s'il y en a qui n'expliquent pas, posez des questions en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre et de réviser mes bases par la même occasion, enfin, mes définitions. Donc voilà, Bitcoin va avoir la liquidité en premier temps, et ensuite les altcoins vont venir performer après Bitcoin. Donc voilà, c'est ce jeu de poupée russe. Et bien évidemment, entre tout ça, il y a toujours, entre chaque muraille qu'on va chercher à franchir, il y aura toujours un lag. Ce sera jamais quelque chose d'instantané. Maintenant, on adore regarder aussi les statistiques. Donc là, c'est une stat comme une autre, qui est en fait les mois sur Bitcoin, s'ils sont profitables ou pas, en pourcentage. Et donc on voit que, encore une fois, en 2025, le mois d'août a été négatif. Donc vous voyez qu'en août, quand on va rentrer dans des mois d'août sur Bitcoin, par exemple en 2026, etc., on aura une plus forte probabilité d'avoir du rouge. Pareil en septembre. En septembre, les marchés sont historiquement baissiers sur Bitcoin. Mais après, c'est toujours pareil. Et c'est là que les contradictions des... vont vous perdre, mais c'est le but aussi de créer de l'incertitude, en fait, au niveau des marchés, de ne pas créer des biais de surconfiance, etc. Parce que si la surconfiance va venir vous allez être puni. La surconfiance enfin, quand vous êtes surconfiant dans la vie, c'est bien d'avoir confiance en soi, mais en général, les choses naturelles nous font nous rendre très humbles. Voilà. Donc soyons humbles et, euh, et voilà, on vivra dans un meilleur monde. Mais tout ça pour dire que il y a énormément de gens qui vont penser que voilà,
que le mois de septembre va être baissier, et il le sera peut-être. Mais comme on le sait très bien, le marché adore punir la majorité. Et donc pourquoi pas aussi, ce septembre aussi, avoir un mois qui peut-être serait en vert. Et cela correspondrait avec la théorie suivante qui est que ben, en septembre, on va avoir des, des taux d'intérêt qui vont baisser et donc avoir plus de liquidité. Et en plus, d'après la théorie d'Owell, si c'est bien, voilà, Howell, euh, d'après la théorie d'Howell, on va avoir le pic de liquidité qui va se situer en septembre. Donc voilà. Tous ces points de conjugaison-là font que, ben, normalement, je nous le souhaite, on va avoir une fin de bull run très intéressante. C'est là que les montées paraboliques vont se faire. C'est pour ça qu'actuellement, beaucoup de gens d'entre nous doutent. Je le vois même, par exemple, dans des groupes privés dans lesquels je suis, donc à savoir Crypto Recherche, qui est un groupe avec beaucoup de gens qui sont aguerris. Déjà, il y a une barrière à l'entrée, c'est le prix. C'est une centaine d'euros par mois. Mais peu importe, mais une personne qui est prête à mettre autant d'argent par mois dans un groupe, euh, c'est quand même une personne qui a des convictions, c'est ça que je veux dire. Pas là pour parler sous, etc., ça raconter, mais c'est quelqu'un qui a des convictions, et même ces gens-là dans le groupe commencent à douter. Donc c'est vous dire. Maintenant, point intéressant, je crois que j'en ai parlé dans la dernière vidéo, c'est les stablecoins. Donc c'est du dollar qui est blockchainisé, donc ça permet de pouvoir rapidement l'injecter et sous forme de crypto-monnaie, et donc on peut rapidement la swapper, donc l'échanger contre un jeton, peu importe lequel. Mais c'est très intéressant parce qu'on est toujours sur une tangente encore plus haussière dernièrement, et donc ben, ça nous fait dire que ben, on a une accumulation de ces stablecoins là, et ben, ils vont potentiellement, et très certainement, encore une fois, ça n'est pas très certain, que ils vont venir s'injecter dans le marché. Voilà. Maintenant, Solana, il y a une mise à jour qui a été approuvée. C'est le temps que les blocs mettent à se valider. Donc en fait, c'est pareil. Des blocs dans une blockchain, c'est des wagons qui partent de la gare. Et ces wagons-là partent et sont, on va dire, vérifiés à la fin avec un intervalle de temps régulier. Dans le Bitcoin, c'est à peu près 10 minutes. Ethereum, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est à peu près 10, je sais plus, 10 ou 14 minutes, un peu pareil, dans cette idée-là. Quoique ça a peut-être été baissé. Mais là, Solana se différencie énormément parce que la blockchain valide très rapidement ses blocs. Là, on était à 13 secondes, vous voyez, par rapport aux 10 minutes de Bitcoin. Mais là, on va rentrer dans une nouvelle ère de 150 millisecondes. Donc là, ça va pouvoir amener plus la notion de temps réel. Et on va peut-être plus facilement pouvoir passer, même si déjà on le fait déjà sur Solana, mais par le vecteur d'autres protocoles, mais de le faire nativement sur du Solana, plus facilement pouvoir passer des ordres dans un carnet d'ordres avec voilà, de la latence qui soit réduite et qui s'approche de ce qu'on fait, enfin de ce que font Hyperliquid, qui eux sont très rapides, de l'ordre de 7 millisecondes, enfin 4 millisecondes il me semble. Je l'avais révisé il y a quelques jours. À l'inverse de, par exemple, DYDX, qui est un bon ancien, une bonne ancienne plateforme décentralisée, qui elle a de l'ordre de 1000 millisecondes. Mais c'est toujours pareil, quand vous décentralisez, vous avez des machines qui tournent, qui doivent se synchroniser, qui doivent approuver les transactions. Et plus vous décentralisez, donc plus il y a de machines qui doivent se mettre d'accord. Et donc, ben, le temps que tout se valide et qu'il y ait un consensus, et ben, ça met du temps. Donc voilà, c'est le jeu de la décentralisation. Hyperliquid, je vais en parler encore, mais voilà, ils font des volumes monstrueux. On est sur 400 milliards de dollars en juillet. C'est bon, réviser ça. Exactement. Et surtout, les revenus qui intéressent énormément les gens qui possèdent du token Hyperliquid, parce que derrière, ben, ça va être brûlé. Donc voilà, donc ça va venir profiter à la valeur du jeton. Là aussi, très intéressant, on a l'or qui est un ATH. Alors, on peut venir le voir de manière graphique. Vous voyez que bah, bon, bah, là, depuis le Covid et même la guerre en Ukraine, etc., ça c'est très, enfin surtout depuis la guerre en Ukraine, ça s'est
très fortement apprécié. Regardez-moi ça. On a fait un x2 sur l'or. C'est énorme. J'ai reçu un message. Excusez-moi. Tac, je vais mettre en pause la vidéo. Excusez-moi, j'ai ma copine qui vient d'arriver. Merci à elle. J'en étais sur l'or, voilà, donc on a un plus haut historique. On a atteint les 3500 $. Donc à faire attention parce que bien évidemment l'or est de pair par rapport au dollar. Et c'est ça aussi qu'il faut venir regarder, c'est que ben, le dollar perd de la valeur. Donc bien évidemment, c'est ce qui fait que ben, l'or s'apprécie au cours du temps. Bien que vous voyez que quand même depuis 2023, c'est quand même la diagonale qui nous fait perdre énormément de force sur le dollar. On retrouve les moins 15% que je vous ai montré la dernière fois. Mais tout de même, on surperforme. On surperforme cette baisse du dollar. Parce que voilà, on est sur un x2. Et, euh, et c'est quelque chose d'intéressant. Aussi, ça va peut-être me faire mentir et faire mentir beaucoup de personnes, mais l'or a tendance à monter en temps d'incertitude. Donc à voir si ben, l'or continue son rallye, mais ce serait pas étonnant de voir un or qui se remet à baisser, déjà à ravaler cette hausse-là, parce on l'a pas très bien, on l'a pas corrigé. Donc c'est possible hein, qu'on fasse des plus hauts, qu'on se fasse du plus haut, mais je n'exclus pas le fait qu'on vienne retracer, et ça viendrait aussi renforcer le phénomène qui est le suivant, ben, c'est que quand les marchés à risque augmentent, ben, en général l'or a tendance à baisser. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que je présumais au début de ce premier pic, quand on avait une latéralisation qui s'effectuait. Donc voilà, la parenthèse or, parenthèse dollar est faite. Maintenant, ce qui nous intéresse, je pense que la majorité d'entre vous qui m'écoutent sont des personnes, en général, comme dans les crypto-monnaies, c'est parce qu'on veut espérer faire de gros gains. Et en soi, le passé parle de lui-même, ça a été le cas pour des investisseurs qui ont été disciplinés, pas trop avares, etc. Mais pour vous montrer ce que c'est qu'une alt season. Donc je vous rappelle, dans un premier temps, Bitcoin vient hausser. Donc là, prenez pas en compte ce graphique-là, même s'il va venir nous intéresser après. Le Bitcoin va voilà, venir monter, tac, donc des corrections. Vous notez en général que je fais exprès d'avoir une latéralisation plus longue que les hausses, parce que on latéralise longtemps, on a une hausse rapide pour venir pas permettre aux gens d'avoir le temps de prendre position et de racheter toujours en haut. Et après, ils se mangent la baisse, ils se découragent, soit ils revendent, ou soit ils revendent en bas, ou soit bah, ils commencent à revendre quand ils sont légers profit. Parce que voilà, c'est des gens qui ont peu de conviction et pas de culture de finance. Et donc ça, c'est la courbe de Bitcoin en rouge. Et là, je vais vous faire la courbe des altcoins. Mince, bon, c'est écrit en... Faut que je remette un nouveau trait. Vous voyez un peu ma maîtrise de l'outil. Et en général, ce que va faire les altcoins, c'est que Bitcoin va commencer à monter. Donc très bien, les altcoins vont monter, mais ne surperformeront pas Bitcoin dans dans leur majorité. Il y a toujours des altcoins qui tirent leur épingle du jeu. Mais ce que ça va faire, c'est qu'en fait, Bitcoin va venir monter. Et en fait, les altcoins vont venir avec un train de retard. Parce que justement, c'est les profits qui seront réalisés en Bitcoin qui vont être investis dans les altcoins. Vont venir en fin de cycle surperformer. Et de par le passé, ne gardez pas les proportions en tête. Mais ils vont venir vraiment surperformer Bitcoin pour, euh, pour la fin de cycle. Donc voilà, c'est ça l'altcoin. C'est Bitcoin qui part en premier, et après les altcoins qui rattrapent leur retard parce que ça accapare la liquidité de Bitcoin. Et bien évidemment, quand les altcoins commencent à exploser, Bitcoin lui corrige. Corrige parce que la liquidité est recyclée. Mais pendant que Bitcoin corrige, donc on a sa dominance qui baisse par rapport aux autres altcoins, les altcoins prennent de la force. Et c'est ça qu'on va venir regarder, c'est la dominance de Bitcoin. Et donc ça, on la regarde comment la dominance de Bitcoin? Ben, tout simplement, alors je vais venir nettoyer le graphique. Tac, mes coups de pinceau, ils sont très jolis, mais
ça passera bien. Euh, je remets un coup de pinceau. On va y arriver. Donc là, ça c'est le total 3. C'est un indicateur assez intéressant qu'on regarde quand on joue les altcoins. C'est en fait la capitalisation de tous les altcoins en excluant Bitcoin et Ethereum. Donc c'est vraiment les altcoins qui sont pas très capitalisés. Pour vous donner un ordre de grandeur, on a Bitcoin qui est capitalisé à 2 trillions, 2 trillions. Ethereum à 500 milliards, donc 0,5 trillions, 4 fois moins. Et la seconde plus grosse crypto-monnaie, si je ne m'abuse, bah, c'est XRP. On va le vérifier. Code d'écho. Peut-être XRP. Oui, merci, je ne me juste pas. XRP qui est capitalisé à 170 trillions. Donc on voit déjà que là c'est un x4 et là c'est un x4. Donc potentiellement un x16 entre les deux. Et c'est d'autant plus exponentiel, plus on descend dans le top. Vous voyez la 20e crypto, elle a que 11 milliards de market cap. Bon, c'est Bitcoin Cash, mais voilà. C'est quand même un ordre d'idée qu'il faut avoir en tête. Et donc on va regarder la capitalisation de tous ces altcoins là pour venir voir en fait quand il va y avoir un afflux de liquidité qui va venir se présenter. Donc là, ben, c'est l'ancien Altizode, où on a eu pour un trilliard de liquidité, un trilliard 1 quasiment. Et là, ben, vous voyez, on a une phase de bear market, donc marché baissier, on stagne, tac, première pump des altcoins. Euh, ensuite, correction ici, on latéralise, toujours des canaux baissiers, comme je vous ai montré sur le Bitcoin. On devient nous décourager, pouf, vous voyez, on laisse le plus possible de monde sur le carreau, parce qu'on repart très fort à la hausse, pareillement, et là, et potentiellement, une bougie haussière. Et donc là, je vous ai fait des ratios Fibonacci pour vous donner une idée sur quelle capitalisation d'altcoin on pourrait, pour le total 3, avoir. Et donc, premièrement, ben, le ratio des 1,6 trillion, j'ose espérer qu'on vienne très rapidement le chercher d'ici quelques semaines, je pense à un horizon plus ou moins de 8 à 12 semaines. Et je ne serais pas surpris de voir des altcoins dépasser les 2 trillions de dollars. Et sûrement atteindre cette cible-là Fibonacci. Au-dessus, ça reste des scénarios qui sont quand même assez survoltés. À voir ce que fait aussi Bitcoin, parce que ces ratios-là dépendent bien évidemment de ce que fait Bitcoin, pour savoir ben, combien de liquidités on va voir venir se transiger vers les altcoins. Maintenant, Ethereum, toujours pareil. On consolide, mais on consolide relativement haut par rapport au plus haut qu'on a fait. Vous voyez, on est à même pas, je vais dire même pas 10%, mais ouais, on a 10% du plus haut. Donc c'est pas grand-chose, hein. Quand vous voyez des bougies qu'on arrive à faire en un jour, pour vous prendre les plus grosses, on arrive à faire des bougies de 20% des fois en une journée. Donc c'est des choses qui peuvent se reproduire, hein. Regardez cette bougie-là. 13% sur un jour. On voit que ça en crypto-monnaie, hein, je vous rassure. Donc voilà, la phase d'altcoin va être très explosive et on va voir ces bougies-là plus fréquemment que l'on croit. Donc là, la dominance du Bitcoin, assez intéressante. Alors, je vais vous la mettre en weekly. Moi, je regarde plutôt la dominance en weekly. Et j'ajoute un indicateur qui sont donc des moyennes mobiles. Ça veut dire qu'on fait la moyenne de plusieurs bougies antérieures pour déterminer euh, quelle moyenne ça représente en prix. Donc moi, j'utilise cet indicateur-là qui s'appelle le MA Ribbon. Et ce qui m'intéressait de voir, c'est quand on allait passer sous ce ruban-là. Parce qu'en général, vous voyez, ce ruban-là sert de support. On vient se poser dessus. Ça peut représenter des zones intéressantes pour venir se positionner sur Bitcoin, par exemple, quand on était en phase haussière pour Bitcoin. Mais là, on a un inversement de tendance. C'est ça qu'on cherche à avoir. Et si vous regardez bien dans le passé, quand on commence à avoir une inversion de tendance, du coup, je ne sais pas d'où je l'enlever, ben, vous voyez, là on est en semaine. Une semaine égale une bougie. Là, en quelques semaines, c'est là que tous les gains se font. En 6 à 8 semaines.
toujours pareil. On laisse le 6 bars. Vous voyez, c'est 6 bougées, donc 6 semaines. T'as tout qui se fait. Donc voilà. C'est vraiment, on l'atterrisse longtemps, on s'essouffle, et puis pouf, on part quand tout le monde n'y croit plus. Bon, on va finir là-dessus, la vidéo commence à s'éterniser, mais toujours pour vous montrer quelque chose d'intéressant. Quand vous vous positionnez pour savoir si quelque chose, je sais pas, dans la vie de tous les jours peut avoir un effet de mode plus avéré, ben, c'est intéressant de voir Google Trend. Donc en fait, c'est des données que rendent publiques Google. Et ça permet de savoir en fait quand un mot est recherché, avec quelle fréquence. Vous pouvez même descendre sur les régions, etc. ou plus précisément dans le monde. Mais par exemple, moi, ça m'intéresse de savoir ben, quand Bitcoin est recherché. Et là, bizarrement, on retrouve les tops de marché au niveau des prix. On commence à avoir de l'intérêt. Et là, dernièrement, c'est magnifique, mais on a peu d'intérêt sur Bitcoin. Et ça signifie qu'on n'est pas dans un moment d'euphorie et que ben, le monsieur et madame tout le monde n'est pas encore arrivé sur les marchés. Donc voilà, c'est ça qui me fait dire qu'on va avoir encore une, une bonne, euh, une bonne bougie haussière. Euh, et même en termes de temporalité, sur les cycles de 4 ans que je vous expliquais précédemment, on commence à arriver sur la fin. Donc, et la fin, c'est là où on a les moments, enfin des périodes de parabole. Donc, encore une fois, ce sont des conjonctures. On peut jamais avoir raison tout le temps. On essaie de mettre les choses de son côté, mais voilà. C'est le biais que je joue. Et regardez bien si on superpose des pics de recherche, quand je vous explique que les altcoins arrivent après le forêt Bitcoin, si on regarde bien, alors j'essaie de le repositionner, est-ce qu'on peut voir? Si vous regardez bien, Ethereum, ça décale légèrement. Et ça reprolonge plus longtemps que le pic qu'on a eu pour Bitcoin. Donc ça montre bien que l'intérêt pour les altcoins dure plus longtemps et se fait en fin de cycle. Voilà. Donc bah, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai pas été trop confus dans mes explications. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me soumettre des idées de sujets dans les commentaires. À vous abonner aussi pour pas louper les prochaines vidéos. Et puis voilà, j'espère que qu'on pourra se réjouir incessamment sous peu du travail qu'on fait depuis quelques années pour pouvoir avoir espérer récolter un peu les fruits des graines qu'on a plantées il y a bien longtemps. Donc voilà, ben, merci à tous et très bonne continuation et bonne semaine.